Bienvenue dans Sans Alcool. Saison 3. C'est le podcast numéro 1 en francophonie entièrement dédié à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance et j'ai l'honneur de recevoir une invitée très spéciale. Comment tu vas, Keren ? Ça va très bien. Très très bien. Merci de me recevoir, Vincent. Écoute, je suis trop fier de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Keren, déjà, c'est mon vrai prénom. Rose, c'est mon nom d'artiste que j'ai choisi en 2006 parce que j'étais fan de Janis Joplin et du film The Rose. Donc, ça me prédestinait déjà à faire la fête. J'ai vécu plus longtemps que Janis, mais voilà, j'ai commencé ma carrière à l'âge où elle est décédée, à 27 ans. J'ai composé 5 albums depuis, avec un gros succès en 2006 qui était La Liste. Et puis j'ai écrit 3 livres. J'ai créé ce podcast, pas ce podcast, pas le tien, non. J'ai créé un podcast qui En tout cas, s'appelle moi, Contradiction. Non, mais tu vois, ça m'a inspiré en tout cas. J'ai créé le podcast Contradiction 2022 parce que j'avais besoin, pendant le Covid, de raccrocher les wagons. J'étais sobre depuis 3 ans et j'étais en rechute. J'avais écrit déjà le livre Kérosène et un album Kérosène qui racontait ma descente aux enfers et l'abstinence. Mais je ne savais rien de cette maladie à ce moment-là et je ne savais pas que c'était une maladie. Donc, pour moi, c'était derrière moi. Et quand j'ai rechuté, j'ai compris que c'était l'arbre qui cachait la forêt, en fait, la bouteille. Et donc, j'ai commencé un travail plus précis, on va dire, autour de l'addiction, notamment au sein des groupes de parole. Et puis aujourd'hui, je reviens avec de la musique, avec un album, un spectacle, un livre qui s'appelle Rose Movie et qui est un voyage, voilà. Road Movie, un voyage vers soi, où la sobriété est quand même le maître mot. Avant de connaître cette célébrité, tu t'étais comment avec l'alcool ? Alors moi, j'ai toujours bu. Enfin, j'ai pas commencé tôt par rapport à plein d'addicts où on me raconte des choses autour de 13 ans. Alors oui, j'ai pris ma première cuite à 13 ans, mais j'ai pas bu jusqu'à 17. Donc moi, j'ai juste, quand j'ai commencé à boire, j'ai tout de suite bu énormément. Pas les quantités forcément parce que je tiens pas l'alcool, mais jusqu'à tomber, quoi. Donc jamais je me suis amusée en mode, enfin, si je m'amusais quand même, je vais pas te mentir, mais je veux dire, j'allais quand même jusqu'à vomir obligatoirement, jusqu'à être mal, jusqu'à ce qu'on me ramène un nombre incommensurable. Moi, le jour, il y a une copine qui commence à me raconter ses cuites. J'ai dit, mais c'est une blague. T'as la mémoire de tes cuites. Et j'en ai eu des milliers. Je les ai oubliées tellement elles se ressemblent toutes, quoi. Donc j'ai vécu ça très vite. Et quand j'ai découvert la cocaïne, moi, en 2006, ça m'a totalement révolutionné au niveau de l'alcool parce que je pouvais boire sans être ivre et donc tenir toutes les soirées parce que je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, moi, c'était de tenir le plus longtemps possible, faire la fête, être toujours là, quoi. Tu vois, ne jamais rien manquer. Et je tenais pas assez l'alcool pour ça. Donc l'association cocaïne-alcool pour moi est devenue une addiction, donc cocaéthylène, à cette molécule-là. Et à partir de là, ça a été la descente un peu aux enfers. Et aussi, pour arrêter, il a fallu que je comprenne, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il fallait arrêter de boire pour pouvoir arrêter aussi la cocaïne, quoi. C'est souvent lié, on le lie aussi à la cigarette, mais aux drogues dures. Mm. Hein. Comme tu perds ta conscience, t'as plus de barrière. C'est au niveau frontal, hein, ça te met comme si ça te désinhibe. On dit ça, on te désinhibé par l'alcool. Comment on tombe dans la cocaïne ? C'est ton entourage qui, à un moment ou en soirée, où tu vois quelqu'un qui fait que... En fait, j'avais des connaissances qui en prenaient depuis longtemps et je faisais partie des gens, tu sais, qui sont contre, qui se battaient. J'avais un mec qui en prenait, je le traquais, j'étais là, ouais, t'en as pris. Mais pour moi, c'était une drogue qu'on ne voyait que dans Scarface, quoi. Et donc, je comprenais même pas, je faisais pas partie de ce monde-là. Et puis j'ai essayé avec lui quelques années plus tard en me disant, bon, faut que j'essaye. Et c'est vraiment un concours de circonstances parce que quand on dit que l'addiction, c'est la rencontre d'une personne, d'un environnement et d'un produit, c'est vraiment que j'étais en tournée, j'avais le succès qui me montait à la tête, je commençais à sortir beaucoup, à faire la fête après les concerts, donc je buvais de plus en plus. Et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un sur ma tournée qui travaillait sur la tournée, qui lui prenait de la cocaïne. Et donc j'ai commencé comme ça. Et pendant longtemps, ça n'a pas été un problème. C'est-à-dire que vu que j'étais plus bourrée, donc on me faisait moins de réflexions sur les fins de soirée. J'en prenais
pas assez pour faire des nuits blanches pendant longtemps. J'allais très tard dans la nuit, mais je dormais quand même, quoi. Ça a mis 10 ans à s'installer pour que je passe des nuits blanches, pour que j'ai envie de mourir. Enfin, le cercle vicieux de l'addiction et de la dépression. Je comprends. Cette espèce de nébuleuse où tu sais plus si t'es addict ou si t'es... Enfin, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais dépressive sans remettre en cause ma consommation, quoi. Ça arrive tellement souvent. Ouais. On pense que qu'on est dépressif, donc on va boire. Et en fait, c'est un putain de cercle vicieux. En fait, et tout se mélange et on sait plus si on a un problème avec l'alcool ou on a un problème dépressif. Mm. Et ça, c'est dur de s'en séparer. Et puis oui, j'étais dans un monde où en fait c'est très permissif, hein, le milieu du spectacle, parce qu'en fait c'est pas qu'il y en avait beaucoup, mais on me dit beaucoup c'est à cause des autres, pas du tout. C'est vraiment moi et moi et moi qui ai été chercher ça, c'est moi qui en achetais, c'est moi qui en donnais à tout le monde, c'est moi qui voulais faire la fête tout le temps. Mais les gens te regardent, enfin c'est pas la même chose que si j'avais été instite comme je l'avais été avant, où on aurait dit oh là là mais quelle horreur une instite qui se drogue, tu vois. Là c'est rock'n'roll. De toute façon, tu étais sur scène il y a 1 heure, donc c'est normal. Enfin, il y avait tout ce truc-là. Et même chez les médecins, même chez les addictologues, plus tard, j'ai été plusieurs fois pas en cure du tout, mais j'ai été hospitalisée pour dépression, enfin parce que j'allais très mal en fait. Et il n'a pas été question de questionner justement ma dépendance, même quand je disais que je consommais quand même. Peut-être que moi, je ne disais pas vraiment toute la vérité, j'omettais des choses, mais même les médecins étaient là à dire oui, non, mais c'est normal, vous êtes artiste, c'est pour créer, enfin, c'est une folie, Oula. c'est une folie. Et puis les femmes aussi stigmatisées comme dépressives, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est non, c'est sûr, vous êtes dépressive. Est-ce qu'ils n'ont pas été très très bien formés? Tu sais, je remets toujours un peu en question. Là, il y a très peu de temps, j'ai vu quelque chose. Je suis un peu horrifié sur le kombucha, tu vois. Il y a un grand youtubeur qui a lancé une marque de kombucha. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est ce genre Ouais, de, parce que tu mon vois. fils il a fait une story là-dessus. Ça commence par un S, ça finit avec un Y. Le Exactement. youtubeur. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est dur parce que j'ai vu. Alors, il y a de l'alcool, on va pas se mentir. C'est un champignon qui va fermenter et donc en fonction de la chaleur, enfin, tu peux te finir avec un kombucha s'il n'est pas bien mis au frais, il peut continuer à évoluer et tu peux avoir un truc qui est comme une bière Mais c'est pas vrai. mais je te jure que c'est en fait Mais j'en bois. et moi ça me fait tellement du mal parce que Je savais pas. tu Mais c'est sais. heureusement que enfin j'en bois très rarement. Mais c'est une boisson que j'ai utilisée plusieurs fois, ouais. Il y a une loi française qui dit qu'à partir de 1,2, tu peux dire que c'est sans alcool. Donc, tu as 1,2% d'alcool dans ta boisson, tu vois. Incroyable. Et en plus, quand c'est en chaleur, ça peut continuer, si tu le mets pas au frigo, ça peut continuer à fermenter. Donc, tu peux te retrouver avec une bière avec pas beaucoup d'alcool dedans, mais quand même de l'alcool, tu vois. Et je me dis, mais c'est tellement dangereux je vais en venir pour t'expliquer, mais pour les gens qui ont des médicaments, qui doivent pas prendre d'alcool, il y a des enfants qui en boivent. Donc, j'ai mis un commentaire en disant, faites attention, warning, parce que ça contient de l'alcool. En France, il y a cette loi qui est un peu permissive, je trouve. Et faites Mm. attention, les femmes enceintes, parce que vous buvez de l'alcool. Et il y a une sage-femme qui m'a répondu en disant, non, non, on nous a appris que c'était pas grave, que avec le fœtus, que machin, que rien. Et je dis, mais on vous apprend ça. Et pour moi, quand tu es enceinte, le zéro alcool, Zéro il est alcool. important, tu vois. C'est très, très, très dur de faire du sans alcool 0,0. Il faut c'est des industriels qui ont des grosses machines, ça coûte cher. Donc, eux, ils peuvent afficher du 0,0. Mais il y a des petites brasseries qui font du sans alcool et des femmes enceintes qui boivent de la bière qui est nommée sans alcool et il y a de l'alcool dedans. Bref, pour te dire Ah, que faut faire putain. attention, tu vois. C'est fou, hein. C'est vrai que j'ai l'impression que même les sages-femmes, les infirmières, les addictologues, bon, l'addictologie, c'est tellement récent aussi que, bon, il y a encore des recherches et beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand j'étais enceinte, bon, c'était quand même il y a 14 ans, mais mon médecin m'autorisait, me disait que je pouvais fumer 5 clopes par jour, que je pouvais boire 2 verres de vin par semaine. C'est très permissif. Voilà. Il faut complètement faire évoluer ça parce que c'est tu sais le truc de un verre de vin par jour c'est bon pour la santé et alors que c'est absurde tu vois et il y a des mécanismes il y a des croyances qu'on nous a mis dans cette société qui sont fous et T'as vu à quel âge ils ont enlevé le vin à la cantine, là? En quelle année? mais tu C'était sais faux. on en parle maintenant c'est comme si c'était c'est une folie et à l'époque c'était normalisé tu vois donc je pense on évolue beaucoup sur ça. Évolue, heureusement. Ouais. Comment t'as décelé que en fait c'était l'alcool qui t'amenait à la cocaïne? Oh là là, c'est facile, hein. C'est que à chaque fois que je buvais un verre,
je commence à y penser. Le deuxième verre cherche un numéro de dealer. Donc, j'ai décelé très factuellement. Parce que moi, dans ma tête, pendant des années et des années, mon but était de plus prendre de cocaïne, puisque c'était ça qui m'avait détruite. C'était ça qui me faisait faire des nuits blanches et de plus me lever le matin. Enfin, la cocaïne, pour moi, c'est la pire des drogues au monde. Donc, mon but, c'était ça. Mais dans un coin de ma tête, j'avais toujours dans l'idée de pouvoir reboire normalement comme tout le monde. Et socialement, pour moi, c'était très difficile de dire je boirai plus jamais, tu vois. Et donc, j'ai réussi à arrêter de boire 3 ans, et puis sans problème. Je sais pas, ça m'avait fait du bien. C'était aussi, c'était poussé par un désir aussi de changer des choses en moi et donc d'évoluer et aussi par amour. J'avais rencontré un homme, donc je sais pas, il y avait tout un truc. Souvent, on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui arrêtent de fumer, on ne sait pas pourquoi ils y arrivent, et d'autres, ils galèrent 30 ans, il y en a du jour au lendemain, c'est fini. Donc là, je m'étais dit, c'est terminé. C'est derrière moi. Pendant le Covid, comme tout le monde buvait l'apéro et tout ça, je me suis dit, bon, bah, ça fait 3 ans, c'est peut-être le moment de reboire. Mais donc, j'avais toujours pas décidé que je boirais plus jamais. De toute façon, je ne décide pas que je boirai plus jamais. Moi, c'est un jour à la fois. Je ne me dis pas ça, sinon je vais boire. Je me remets à boire en mangeant bien pendant le Covid. Ça se passe super bien, une fois, 2 fois, et puis un jour, je dis, ah, on va faire un poisson à midi. Je commence à chercher des excuses pour dire un petit verre de vin blanc, ça serait bien, et ainsi de suite. Et là, je vois qu'en 10 jours, eh ben, je suis repartie. Et puis, dès que j'ai dépassé les 2 verres, je suis encore dans la recherche de cocaïne, quoi. Donc, à partir de là, c'est en janvier 2021, je découvre sur Zoom les narcotiques anonymes. Ok. Et là, ça a commencé un nouveau rétablissement, un nouveau mode de rétablissement. Il y a la spiritualité qui est rentrée aussi dans ma vie par ce biais-là, parce que c'est un programme assez spirituel qui demande aussi de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Il y a beaucoup d'athées dans le programme. C'est pas forcément Dieu, mais c'est une puissance plus grande qui peut être le groupe. Et en tout cas, on capitule sur le fait que nous, on est impuissants face à l'alcool. Et moi, c'est vrai que j'étais dans l'optique depuis des mois de me battre et de me dire non, mais j'ai réussi une fois, je vais y arriver. En fait, j'y arrivais plus. Donc, et puis là, depuis ce temps-là, je me suis quand même pas mal encore battue avec cette idée-là de me dire, non, mais en fait, je suis pas malade. Donc, c'est-à-dire tous les 9 mois, tu vois, j'aligne 9 mois et puis d'un coup, je dis, oh ben non, bon là, ça fait vraiment longtemps, hein. Aujourd'hui, j'ai même plus envie de compter, je suis plus là pour les médailles, mais je veux dire, là, je peux me dire que ça y est, j'ai compris. Mais sinon, j'ai aligné beaucoup de 6 mois, de 6 mois, de 6 mois avec une petite rechute, même d'un soir, mais très grave, en fait, très dommageable pour moi, pour ma santé mentale. Parce que immédiatement, je replongeais dans la culpabilité, dans la dépression, mais très, très, très vite. Et donc, à partir de, je sais plus quelle était la question, mais en tout cas, j'ai décidé de capituler sur le fait que j'étais impuissante face à toutes sortes de produits. C'était pas que l'alcool, que j'allais de toute façon. Et ça marche même sur la nourriture, surtout. C'est-à-dire que soudainement, tu te rends compte que tout ce qui est une obsession, une compulsion, si tu acceptes que tu as ce truc-là, et ben finalement, ça se passe beaucoup mieux. C'est la perte de contrôle, toi, que t'aimes bien. T'as l'air d'être une fêtarde. Parce que tu me dis, moi, je veux faire la fête, je veux pas que ça se Ouais, finisse. bah alors plus du tout, hein. Alors plus du tout. J'ai découvert que j'étais casanière, que je me couchais tôt, que je me levais tôt. Enfin, tu vois, de trucs que je ne savais pas du tout. Et mais en même temps, bon, on peut pas dire je suis ci ou je suis ça. S'il faut dans un an, ça sera autre chose. C'est l'âge aussi beaucoup. Je veux dire, j'ai pas envie de faire la fête à 47 ans comme à 27 ans. Donc évidemment, et puis surtout, je l'ai tellement fait. Je pense que j'ai éclaté mon capital teuf, tu vois. Mais je pense que pendant longtemps, j'ai voulu savoir pourquoi et découvrir des choses du pourquoi j'aimais boire, qu'est-ce que j'aimais dans l'alcool. Ah oui, bah, je suis TDAH parce que ça aussi, on me l'a diagnostiqué. Donc ça, à un moment donné, c'était mon truc. C'était oui, c'est pour ça. C'est parce que, évidemment, quand on procrastine énormément, eh ben, la procrastination, la base de la procrastination, c'est d'aller faire quelque chose qui n'est pas utile au lieu de faire ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui n'est pas utile en général? C'est d'ouvrir le frigo, te servir un verre, allumer une clope, enfin, tu vois, et binger sur Netflix. Donc, c'est sûr que le TDAH entraîne la procrastination entraîne la consommation de choses nocives. Donc, oui, il y a eu ça. Mais au bout d'un moment, là, ça fait quelques années que le pourquoi, en fait, ne m'intéresse plus. Je comprends. Ça m'intéresse plus du tout parce que ça n'a fait que nourrir des excuses. Et surtout, de me dire, ah, ok, je suis TDAH, donc je vais prendre de la Ritaline. J'ai pris la Ritaline. Et puis là, à ce moment-là, je dis, bah, donc, du coup, je peux boire. Mais ça a été plein d'étapes. La Ritaline, carrément, pour moi, c'est de la cocaïne. Mais pour moi, je parle. Pour mon métabolisme. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois sur Ritaline, j'avais arrêté de fumer, j'ai repris la clope, j'avais repris l'alcool, mais ça va très très vite.
Donc, en fait, plutôt que de me dire pourquoi je bois, c'est comment faire pour ne pas boire, quoi. Et aujourd'hui, bah déjà, c'est de me rendre compte que ça finit toujours de la même façon. C'est-à-dire, cette fameuse folie dont parle Einstein, qui est de refaire sans cesse la même connerie, d'attendre un résultat différent. Dans les groupes de narcotiques anonymes et de alcooliques anonymes et de tous les anonymes, on parle beaucoup des conséquences et donc on écrit beaucoup. Et à force d'écrire toutes les conséquences et de se dire, mais est-ce qu'il a fallu que j'écrive tout ça pour me rendre compte qu'il n'y a pas une fois où ça finissait pas de la même façon, quoi. Et aujourd'hui, il y a un truc qui est hyper, c'est comme si j'avais reformaté un peu comme la PNL ou je sais pas comment ça fonctionne, mais au bout d'un moment, c'est-à-dire je vois le verre, je dirais, j'ai envie, oh, je vois la fin. Je vois la fin de l'histoire, tu vois, alors que pendant des années, j'étais là à me dire, peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir le boire. Tu as fait quelque chose qui est déjà extraordinaire, ce podcast Contradiction. À quel moment tu décides de faire cet outil extraordinaire? Bah ça, c'était vraiment pendant le Covid parce que j'avais aussi une tournée avortée, un album, un livre. Enfin, c'était un peu dur pour moi, Kérosène, et puis la rechute en fait. Donc j'avais sorti en 2019 un livre, un album qui racontait toute cette histoire et on n'a pas eu vraiment le succès attendu et surtout des problèmes de tournée comme tout le monde. Et donc, j'étais à la maison comme tout le monde. Et donc, j'ai eu cette idée-là. Mais sauf que ça aussi, c'est une temporalité. C'est-à-dire, je l'ai mis dans un placard. J'avais le nom. J'avais marqué le nom des invités, avec marqué, entre parenthèses, même pas en rêve, des invités élus. Genre Frédéric Becbédé, il était dans mes premiers, tu vois. Et bon, et puis, la temporalité et puis le hasard qui n'existe pas. J'ai fait un podcast pour un podcast qui s'appelle 40. J'ai été interviewée pour ce podcast où on raconte la bascule de la quarantaine. J'étais en plein cancer du sein, donc aucun rapport avec tout ça. Et puis d'un coup, je lui dis, ah, mais tiens, en fait, c'est marrant, j'adore ton podcast. Moi, j'ai écrit un truc, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce podcast que j'aimerais faire, mais je sais pas où, quoi, comment. Et cette fille-là, elle m'a tout de suite dit, j'adore, viens, on le fait ensemble. Mais ce qui était génial, c'est d'avoir, voilà, un binôme où quelqu'un te disait, je l'enregistre, je le monte. Donc on est parti sans oseille, sans rien, et on n'a jamais gagné de l'argent avec. Et c'était plutôt à perte, toutes les deux, tu vois. Et sauf que, et ben encore une fois, 2 ans après, et ben il se trouve que la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives, nous subventionne. Ça fait la deuxième saison déjà, et ça a tout changé aussi parce que j'aurais pas pu continuer. C'est quand même assez chronophage, et puis j'ai envie de le faire bien, quoi. J'ai pas envie, en plus surtout. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais faire avec cet outil, c'était vraiment à ce moment-là, je me disais, mais au moment du Covid, quand j'ai eu l'idée, c'était, mais comment ils font les autres? Mais comment ils font pendant le Covid? Comment ils font? Comment est-ce qu'ils consomment? Parce que là, tout à l'heure, tu parlais de la perte de contrôle. Mais en fait, il y a autant d'addicts que de façons de consommer. C'est-à-dire, moi, si je te raconte la mienne, moi, ma perte de contrôle, elle est dans le deuxième verre où soudainement, mon obsession de vouloir trouver de la cocaïne va dépasser tout ce qu'il y a autour de moi, et même mon propre enfant. Ça veut dire que soudainement, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que il faut que je trouve de la drogue. Et pour certains, ça va être de boire jusqu'à s'écrouler, et puis d'autres, ça va. Enfin, tu vois, chacun. Et moi, je me disais, j'avais l'impression que tout le monde consommait comme moi. Je disais, quand tu bois 2 verres, t'as envie de la cocaïne. Mais en fait, pas du tout. Je me suis aperçue que dans tous mes invités, j'étais la seule à vivre ce truc-là, par exemple. Mais c'est pas, justement, c'est ce qu'on apprend dans les groupes, c'est qu'il faut pas regarder nos différences, mais plutôt les similitudes qui font qu'en fait, c'est juste une perte de contrôle. Peu importe laquelle, il y en a qui s'identifient pas parce qu'ils se piquent, parce que c'est vrai que quand il y a une seringue en jeu, on a l'impression que c'est plus grave que, mais c'est la même chose. C'est la même chose avec la bouffe, c'est la même chose avec les écrans, c'est la même chose avec tout le reste. Tu perds le contrôle, tu ne peux plus t'empêcher d'y penser. Tant que tu ne le fais pas, eh ben, tu ne vas pas bien. Et quand tu le fais, ça te soulage. Et après, tu vas encore plus mal. C'est simple. T'as quoi comme vision sur l'alcool? Parce que tu sais, on dit la perte de on est tous différents, hein. On est tous des êtres humains. Il y a personne qui est identique. On est tous différents par rapport à la consommation. Tu le dis super bien. Moi, j'ai un truc un peu, je suis peut-être un peu extrême, mais de boire de l'alcool, c'est une perte de contrôle. Tu vois, tu vois, parce que même si c'est qu'un verre, tu vois, ou un verre tous les jours ou quoi que ce soit, je me dis si tu vas vers le produit, c'est que ta réalité elle n'est pas forcément appréciable. Tu es obligé de passer par un biais pour trouver quelque chose de différent. On le disait tout à l'heure aussi, c'est important, c'est que où est-ce que tu vas te faire du bien? Ou est-ce que tu vas à la première, tu vas dans le frigo, première gorgée, c'est de la fausse dopamine que tu te mets. Donc est-ce que tu veux pas aller chercher justement quelque chose qui est réel, quelque chose qui te provoque de la vraie dopamine, de la création, faire du yoga, mais c'est des moments où il faut prendre du temps pour soi et où tu vas très vite à la facilité, entre guillemets,
ou tu trouves des subterfuges ou qui font que, je sais pas ce que t'en penses. Alors, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le fait que ça le contrôle de boire un verre. Pour moi, l'alcool, c'est un poison spirituel. Donc, je pense qu'il a été créé, limite, si j'étais complotiste, je te dirais, il est là pour nous endormir. Il y a vraiment un truc comme ça qui est de croire que c'est comme la clope, hein, elle soulage le manque qu'elle crée. Bon, donc ça, c'est sûr. Mais maintenant, le monde il est rempli de subterfuges. Est-ce que c'est plus grave d'aller boire un verre ou de passer 4 heures sur une série ou de bitcher sur je ne sais quoi, enfin, de scroller, j'en sais rien. Enfin, honnêtement, je suis personne pour juger. Moi, je pars du principe que du moment que tu n'es pas malheureux, que tu ne souffres pas, pour moi, il n'y a pas de questionnement à avoir sur quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait que l'être humain, soudainement, décide de changer, c'est la souffrance. S'il n'y a pas souffrance, personne ne change. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve toujours intéressant les épreuves et les choses que j'ai vécues les plus difficiles qui m'ont permis de me questionner, de me dire, mais en fait, je ne suis pas en train d'aller vers moi, je suis en train de chercher à me remplir par toutes les façons possibles. Et là où on voit que c'est une addiction, c'est que ça te laisse de plus en plus vide. Donc, et surtout, il faut augmenter les doses. Donc, c'est pour ça quand je te dis, quand tu me dis le mec qui prend un verre, s'il augmente pas les doses, a priori, c'est que bon, ça lui plaît, que ça lui va, comme d'aller prendre un Magnum ou, enfin, tu vois, une glace, un paquet de Haribo. Bon, voilà, chacun sait. Et puis la vie est difficile. La vie est difficile, donc je pense qu'on a tous un chemin. Parfois, moi, je suis réincarniste, donc je suis persuadée qu'il y a des vies où on n'est pas là pour chercher et des vies où on est là pour chercher. J'en sais rien. Je peux pas dire. Je pense que il y a que nous qui pouvons savoir à l'intérieur de nous si le truc nous rend de plus en plus mal, de plus en plus vide, nous, en fait, nous détruit l'âme. Je Euh, comprends. Moi, Oui, oui. j'ai compris que je détruisais mon âme parce que j'étais de plus en plus malheureuse. Et aujourd'hui, je n'envie plus une seconde les gens qui boivent, même les meilleurs vins du monde, parce que j'ai trouvé à l'intérieur de moi une source qui est intarissable. Et donc, c'est meilleur que tous les vins du monde. Sans dire de bêtises, je crois qu'en arabe, ça veut dire esprit, et c'est vrai que ça brouille l'esprit. Donc, Exactement. Il y a des drogues aujourd'hui socialement acceptables qui sont l'argent, le travail, le succès, la réussite, tout ça. En fait, ça tue. Ça tue l'âme, en vrai. Voilà, de vouloir absolument avoir plus d'argent, de vouloir absolument être plus connu, de vouloir être plus vu, plus liké. Pour moi, ça, aujourd'hui, c'est un des mal, un des mots, un des mal, je ne sais plus, les plus violents pour notre être profond. Après, c'est encore une fois, c'est parce que la spiritualité, pour moi, est essentielle et que je vois tout ça, du point de vue de l'âme. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas à tout ça, je comprends qu'il se dise un verre de vin, c'est pas plus grave qu'un paquet de Haribo. Je suis pas bourrée, enfin tu vois, c'est vraiment, je pense que voilà, mais je trouve que c'est important de dire aussi que ça peut être un vrai choix et pas parce que je suis dit que je peux plus boire, c'est une punition. C'est un vrai choix de se dire, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie de savoir qui je suis vraiment et de tout simplement vivre tel que je suis, en fait, sans me planquer, sans tricher, sans fuir. Et c'est putain de dur. c'est toute la journée, tu le dis, hein, toute la journée, on a des tentations, il y a plein de choses, il y a pas que, voilà, c'est pas que l'alcool, hein, on le disait, il y a Mm. le sucre, il y a les écrans, il y a la publicité, il y a plein de choses, et rien qu'une journée, le soir, se dire, ah, je suis resté dans mes croyances, putain, c'est une victoire. Et tu le disais tout à l'heure, moi, je vais pas sur la fin de dire c'est fini l'alcool, mais tous les jours est une victoire, et je pense que, au-delà de l'alcool, bien sûr, quand tu restes aligné avec ce que tu as envie d'être et ce que tu ressens dans ton cœur, putain, c'est pas facile parce que tu as des tentations toute la journée. Je trouve que de dire non à un produit qui est si englué dans notre société, c'est fort parce que c'est un non pour toi À la déjà. propagande. C'est un non à la propagande, mais vraiment. Et tu vois, si tu sais dire non à ça, entre guillemets, putain, déjà tu connais ta valeur ou tu t'inspires à connaître ta valeur et en plus, putain, si tu peux dire non à autre chose parce que Oui, mais je trouve que c'est un peu facile dans le sens où on est obligé, nous, parce que sinon, de toute façon, on perd le contrôle. Tu vois, je veux dire, je trouve ça encore plus fort que quelqu'un qui n'est pas de problème d'addiction dise non. Mais c'est comme dire non à avoir son Instagram ou sur son téléphone. oui. Moi, je suis très fière de ne pas avoir les applications, mais je veux pas, en fait, marcher là-dedans. Je ne veux pas faire regarder des pubs qu'on me met pour moi. J'essaye. En tout cas. Et l'alcool, pour moi, rentre là-dedans. C'est-à-dire, quand on est né, on n'avait pas besoin pour respirer, pour vivre, d'alcool ni de réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je veux dire, notre, pour nous nourrir
aussi bien physiquement que spirituellement, tout ça est totalement fake. Et le faux, non seulement c'est faux, mais en plus ça détruit le vrai. Tu vois, je veux dire, si tu mets, j'en sais rien, les femmes le savent, tu mets souvent des faux ongles, et ben à la fin tes ongles dessous ils sont pourris. Mais c'est vrai. Donc en fait il y a aussi ça, c'est à force de mettre des couches et des couches de faux, et ben on perd le vrai. Tu vois. Et ce que j'aime pas aussi, c'est être manipulé. Donc c'est pour ça la cigarette, pour moi, je vois le poison que c'est parce que je me sens manipulée à chaque fois que je refume et j'arrive pas, tu vois, et c'est une culpabilité énorme de te voir parce que maintenant j'ai la conscience du truc. L'addiction est plus forte, tu vois. Mais je pense que c'est important aussi de parler de ça, que tu le dises très bien, tu as raison de dire aussi, de dire non à quelque chose qu'on nous fait croire normal, utile et voire bénéfique en fait. Bois un coup. Et ça, pour contrer ça, est-ce que tu dirais que toi, maintenant que tu t'éveilles et que tu penses justement, tu travailles sur toi, justement, tu veux un esprit qui est clair et qui sait où il va. Est-ce que tu dirais que tu te nourris par le podcast, mais aussi par l'écriture de ton livre, par la chanson? Est-ce que tu te nourris par les rencontres? Est-ce que tu es inspiré? Est-ce que les gens t'inspirent? Comment tu fais évoluer cette âme? C'est compliqué, ça dépend des jours. Ma pensée, elle évolue tout le temps. Donc déjà, quand tu parles d'évolution, vraiment pour moi, c'est l'évolution de la conscience. Parce que je peux pas dire j'ai évolué, je suis plus évoluée que toi ou moins évoluée que toi. C'est pas ça. J'ai vraiment l'impression que ma conscience est plus euh, ancrée. Ça veut dire que j'ai de plus en plus conscience des choses pures, on va dire. C'est-à-dire que soudainement, par exemple, la nature est devenue indispensable à ma vie alors que je n'en avais rien à faire. Mais rien. Je ne regardais pas la nature, rien. C'est-à-dire, si j'étais au bord d'un coucher de soleil, je commandais une bouteille de rosée. Enfin, le coucher de soleil, pour moi, n'avait aucun intérêt. Donc déjà, je me rends compte que je ne cherche plus les outils. C'est que je pense que justement, ce que je gagne aujourd'hui, ce qui fait que je me rends compte que ça évolue beaucoup, c'est que j'ai plus besoin d'outils. C'est-à-dire, les outils, pour moi, c'est encore trouver quelque chose pour quelque chose. C'est-à-dire que de plus du tout avoir de but, en fait. C'est très con, mais c'est-à-dire de juste vivre, de spiritualiser le quotidien, de me dire que ce moment-là, il est unique, que le moment d'avant où je me suis mis 10 minutes au soleil avec un Coca zéro, et même si c'est pas bon pour la santé, bah, c'était unique, ça m'a fait du bien. En fait, je suis très spinoziste, donc j'aime beaucoup la philosophie de base, ça me nourrit énormément, je lis énormément de philo, mais il y a surtout des penseurs, moi, que je me dis, waouh, mais ils ont pensé avant nous, et heureusement, parce que Spinoza et Bergson et puis toute cette lignée de philosophes de la joie te disent que en fait il y a un signe qui te montre que tu as atteint ton but, c'est la joie. Et aujourd'hui, tout ce qui me procure de la joie, en fait, me galvanise. Mais sauf que si on parle d'outils, c'est qu'on veut des outils pour avoir de la joie. C'est très compliqué. Alors que moi et Spinoza, Spinoza et moi, nous pensons, lui et moi, on s'est concerté, que la joie, elle nous amène des choses. C'est pareil, on va pas prendre des outils pour trouver la paix. C'est la paix à l'intérieur de toi qui t'amène d'autres choses. Et donc, je me rends compte que c'est plus de, tout ça est déjà là en moi. Tout ça était déjà là depuis le début. Et l'histoire de Rose Movie et de ce spectacle, de ce livre et de cet album, ça raconte une épopée un peu initiatique où, en fait, tout, comme pour l'alchimiste, il est parti au bout du monde, il a fait tout ça, il se rend compte qu'il était assis sur le trésor. Bon, ben voilà. On est tous assis sur le trésor. On est tous assis sur notre âme et malheureusement et heureusement, on a besoin de chercher, de se perdre et de croire qu'on va jamais trouver pour pouvoir comprendre ça. Donc c'est le chemin, il est normal en fait. Je me dis pas j'ai perdu 20 ans, pas du tout, c'est le chemin. Chacun son chemin. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que tout était déjà en moi. Et donc les outils, moi, si j'ai besoin d'outils, c'est que ça va pas. Je comprends. Donc oui, je fais du yoga, oui, je mange très sainement, oui, mais tout ça, c'est ma conscience qui me le fait faire. C'est pas, je le fais pas pour. C'est-à-dire que j'ai conscience que quand je prends un Coca zéro, ben après je suis bof, et puis j'ai conscience que quand je mange des lentilles et des pois, enfin tu vois, je sais pas. Et donc plus la conscience grandit, plus tu te fais du bien sans chercher à te faire du bien. Et quand tu bois, tu n'es pas dans le présent, clairement. Mais c'est la fuite, clairement. Voilà. Et Ouais, les ouais. gens pensent qu'ils sont dans le présent, on est des bons vivants. Non, les bons vivants font aussi des très bons morts, il paraît. Mais surtout, tu n'es pas un bon vivant, c'est pas vrai. Tu es en train de, on va dire, de mourir. Enfin, moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'être vivante de mon vivant que je n'ai jamais été, quoi. Voilà. Pour moi, j'étais morte dedans. Et donc,
tout ce qui avait l'air explosif et qui était extrêmement vivant aux yeux de tout le monde et même à mes propres yeux, c'était une espèce de masque, une façade, quoi. Et en fait, dedans, c'était mort. C'est très dur d'expliquer ça. Et je trouve que c'est hyper juste ce que tu dis, de revenir peut-être, tu sais, à l'enfance, en fait, au final, avant d'être Mais justement, les tu sais. enfants, ils font ça. Mais les enfants dansent, chantent, rigolent, il n'y a aucun jugement de personne Et surtout, ils font rien pour quelque chose, hein. et ils font rien pour aller chercher le bonheur, puisque de toute manière, ils sont dans le présent, clairement. Ouais, 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 Ils je sont trouve. dans la joie, en fait. Et être dans la joie, en fait, ça se travaille, pas avec des outils. Ça se travaille en fait par la spiritualité, parce que en fait, le fait de croire en quelque chose, le fait de prier, le fait de respirer, enfin des choses qui sont pas palpables, on va dire. Ça peut être l'invisible, ça peut être ta grand-mère, ça peut être la nature. Enfin, Spinoza ne croit pas en Dieu, donc c'est la nature, une connexion à quelque chose qui est invisible. Et ben, c'est sûr que ça rend heureux, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai plus besoin d'expliquer pourquoi. Je vois juste que tout ça me nourrit et me nourrit de choses qui ne s'évaporent pas après. Tu vois, j'ai pas besoin de réitérer le truc sans cesse. Tu vois, de me dire, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille machin, il faut que j'aille. C'est pas possible, ça. Sinon, si tu as besoin de courir pour passer une bonne journée, c'est pas possible. Il y a quelque chose d'identitaire, tu le dirais, ça? Moi, j'ai toujours voulu réveiller tout le monde et je continue à vouloir le faire et j'ai l'impression que j'ai une mission, quoi, carrément, tu vois. Et ça, de revenir à l'humilité, je pourrais te dire, c'est ton chemin et chacun a son chemin, vis et laisse vivre, tu vois, c'est hyper important. Mais évidemment que j'ai envie de te partager les 12 milliards de trucs que je fais, tu vois. Mais en fait, ça serait comme Ce serait contre-productif, puisque pour les autres, oui. ouais. Tu vois, c'est comme le coach qui va venir te dire, voilà, moi, il m'est arrivé ça, du coup, j'ai fait ça, je vais te faire gagner 10 ans de ta vie. Non, me fais surtout pas gagner 10 ans de ma vie, en fait. Laisse-moi vivre ma vie. Parce que si j'ai 10 ans à perdre, c'est qu'ils sont pas à perdre, c'est que c'est ce chemin-là, tu vois. Donc, je fais attention avec tout ça, Les parce que c'est vrais vrai que c'est outils, chiant. moi je me permets parce que tu es hyper humble et les outils magnifiques et fabuleux et hyper inspirants que tu nous offres, c'est ce podcast, c'est ce livre et c'est cette musique. Et on en Ah, fait ce qu'on merci. veut, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est beau en fait. C'est qu'il n'y a aucune Ouais, obligation de exactement. rien. Je lis le Il n'y a pas de livre, but. j'écoute le podcast, j'écoute ta Ouais. chanson. On va dire égoïstement, mais même si j'aime pas trop ce mot, mais on fait des choses qui nous font du bien aussi, tu sais. Et ça peut nourrir quelqu'un, c'est cool. Et tu le disais tout à l'heure, et c'est hyper juste, sans objectif. Il faut pas faire un objectif, faut pas essayer de changer les gens ou essayer de faire arrêter de boire. Ça marche pas. Chacun son chemin. Sauf que si on peut un petit peu se faire du bien et mettre des petites graines ou faire des choses comme ça, et voilà. Et tes outils sont hyper puissants. Et En fait, tu sais ce qu'on dit aux alcooliques anonymes, on dit l'attrait plutôt que la réclame. ok. Et en fait, pendant longtemps, j'ai voulu dire, regardez, c'est génial de pas boire, c'est ce que j'ai fait avec Kérosène, mon projet en 2019, et ce que j'ai voulu faire avec mon podcast au début, hein. J'étais là à vouloir dire, regardez comme c'est bien. Et en fait, finalement, je me dis que plus je suis heureuse, plus je vais bien, et plus les gens me demandent des choses, ou alors se dire, ah, tiens, ça a l'air cool, ça. Je vois bien que, et on me dit, putain, ça doit faire du bien de pas boire. Alors qu'avant, il y avait un côté genre, ouais, ça y est, tu manges du quinoa. Tu sais, les gens te prennent tout le temps pour une espèce de bobo, je ne sais quoi. Et en fait, comme, tu vois, cette paranoïa vis-à-vis de ça, tu vois, comment on peut nous voir, et ben, faisait que je voulais en montrer, mais non, mais non. Mais en fait, maintenant, je vis et on me dit rendez-vous à 20h au restaurant. Je dis, ah non, désolé, moi, j'aurais déjà mangé. Euh, je- je- j'ai plus honte, en fait, de mon mode de vie. Je mange super tôt, je me couche super tôt. Désolé, moi, demain, je suis debout à 5h. Mais j'ai plus honte, en fait. Je suis pas en train de me dire, ah, ils vont penser que je bouffe du quinoa. Mais oui, je mange du quinoa. Et alors? Est-ce que tu te rends compte que toi, tu t'attires des gens qui te ressemblent? Il y a un côté un Ouais, peu solaire. complètement. Complètement. Parce que là, je le vois, par exemple, parce que j'ai ressorti la liste version 2021. 21, waouh. Version 2025. Et en fait, la chanson en 2005, je l'ai écrite. C'est une chanson un peu de dépendance affective, c'est une chanson d'amour, mais qui disait en gros, je ne suis bonne qu'à t'aimer, quoi. Et aujourd'hui, je fais une liste qui est plus des choses, en fait, qui me nourrissent, quoi. Et en fait, c'est marrant, je vois les anciens fans qui me disent, c'est exactement ce que je vis. Donc, c'est aussi, non seulement j'attire évidemment, comme on attirait avant les gens qui faisaient la teuf, hein, j'attire évidemment des gens qui sont sur ce chemin-là, mais aussi je me rends compte, et ça me ramène aussi à l'humilité, qu'en fait, je suis pas la seule à avoir fait ce chemin. Et que, il me dit, c'est exactement ce que je vis. Et même au début, ça me vexe un peu. Je me dis, mais non, mais il y a que moi, en fait, qui ai compris tout ça. Mais non.
Et c'est ça qui est fabuleux. Je crois que c'est Spinoza aussi qui disait on devient philosophe à 40 ans. À un moment donné, un peu d'humilité et de se dire je ne suis pas, c'est pas tout grâce à moi. C'est aussi ce qu'on dit beaucoup dans les groupes. Ce n'est pas tout n'est pas dû à mon fait et au contraire, c'est au moment où j'ai lâché que les choses ont pu se faire par le souffle de la vie avec un grand V. Tu peux l'appeler l'Esprit Saint, l'Esprit divin. Toi, tu as dit tout à l'heure, je peux être mon propre Dieu. Moi, je pense que ce que tu veux dire, au fond, c'est que Dieu est en toi aussi, qu'on est Dieu et que Dieu est en nous. Enfin, tu vois, on peut trouver des milliers de façons d'exprimer ça, mais il se trouve qu'à un moment donné dans notre vie, on est plus proche de cette divinité-là que du trait dans les chiottes, tu vois. Oui. C'est plus possible, en fait. La conscience a tellement évolué. C'est comme si je te dis, tu vois, la conscience, moi, je la vois comme un truc comme un bébé et un adulte. C'est-à-dire un bébé, nous, tu vois, la conscience, elle peut être à l'âge bébé, elle grandit comme ça. Un enfant de 3 ans, il va traverser la route sans regarder la voiture, tu vois, et c'est dangereux. À 3 ans après, il le fait plus. Et ben, en fait, c'est pareil. Tu regardes en arrière, tu dis, putain, je faisais ça. Mais c'est la vie, tu vois, c'est le temps. Le temps, c'est la vie, c'est le temps. Enfin, c'est pas que nous, en fait, c'est pas, oui, tout le monde me dit t'es une warrior et tout, mais pas du tout. Moi, je vois pas ça du tout comme ça. J'ai l'impression de m'être enfin laissé guider par la vie au lieu de vouloir moi contrôler et dire non, mais la fête, ça va être comme ça. Il faut que je sois tout le temps là. Il faut que je réussisse. Il faut que je sois connue. Il faut rien du tout. La vie, elle a des plus grands projets que toi et laisse-la agir. Donc après, c'est sûr que c'est une forme de spiritualité que pas tout le monde a et que pas tout le monde peut comprendre et que certains membres vont rejeter. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est Et là où j'en suis moi. tu vois, c'est ça. C'est comment tu fais toi pour. Est-ce que tu te ressens dans le fait d'être un peu le mouton noir ou de la famille ou un truc un peu. Tu vois, que tu disais tout à l'heure. Est-ce que parce que tu passes pour une complotiste, parce que tu dis putain, mais en fait la société elle est comme ça et que machin et que en fait. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que moi, je le ressens. Je sais que dans ma tête, j'essaie de me dire, ah, ça serait bien de couper quand même, tu sais, des chaînes. Est-ce que je ferais pas un maillon qui permettrait peut-être de couper l'alcool dans ma famille? Est-ce que tu vois? Mm. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ce rôle-là? En même temps, j'essaie de montrer que les choses sont possibles. On peut faire des choses. On peut faire un podcast, une docu-série. On peut monter des projets. Mon petit garçon qui s'appelle Lou, il a 2 ans. Jamais je vais lui interdire de boire de l'alcool. Maintenant, je veux lui montrer que son papa, il s'éclate sans et qui fait des projets, que c'est cool. Donc il y a un chemin. Tu vois, je suis pas là C'est la pour. seule chose que tu puisses faire, en fait. Et je crois que aussi, c'est la seule chose qu'on puisse faire, mais dans tous les domaines de notre vie avec nos enfants. La pression qu'on a de penser qu'on peut diriger et leur apprendre je pense que la seule chose qu'on peut leur donner, bah, c'est l'amour, mais aussi juste un exemple, quoi. Et juste qu'ils aient vu ça. Moi, mon fils, par exemple, qui m'ait vu prier, par exemple, c'est tout nouveau, hein. Je sais pas, ça l'a ouvert à quelque chose, mais je lui ai jamais parlé de tout ça. Soudainement, il me dit, ouais, il me pose plein de questions. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis juste que moi, c'est ça que je suis en ce moment. Et du coup, ça l'ouvre à ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? J'en sais rien. Mais ce que je veux te dire, c'est ce que tu es en train de faire. Ton fils, dans 10 ans, il se dira, bah, j'ai jamais vu mon père bourré. Ça veut dire que quand même, en fait, ça peut être cool sans, quoi. Tu vois, quand tu vois tes parents tout le temps avec de l'alcool et il n'y a pas une fête, il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une réussite d'un examen, il n'y a rien sans l'alcool, mais comment tu veux? Aujourd'hui, moi, j'invite des gens et qui me racontent qu'on leur a mis un verre dans la main à 12 ans et qu'on leur a dit qu'il fallait boire, que c'était bien, tu vas être un homme. C'est comme ça qu'on faisait avant. J'espère que les mentalités, elles ont quand même évolué, quoi. J'espère. Comment t'as réussi à te dire bon bah moi je fais mes choses et puis si je suis pas écouté, si ça transforme pas, c'est pas grave. Ah, parce que je m'en fous. Ok. Mais c'est tout nouveau. C'est-à-dire que j'avais besoin de plaire, évidemment, énormément. Enfin, disons que c'est même pas que j'avais besoin de plaire. Le regard des autres était très, très important et surtout, il m'impactait. Alors qu'il soit important, c'est une chose, mais t'impacter. Et surtout, j'avais une énorme paranoïa aussi. Moi, j'ai une dysmorphophobie aussi. C'est-à-dire que j'étais là à me dire que j'étais toujours grosse, que j'étais toujours moche, que j'étais vieille, je me mettais dans des trucs pas possibles. Et du coup, je pensais que les autres pensaient ça. Et donc, il fallait que je sache ce qu'ils pensent. Enfin, j'étais dans une folie, en fait, hein, tout simplement. Ça s'appelle la folie comme la conso. C'est la même chose, hein, c'est la même folie. C'est de l'égocentrisme puissance 10 000, qui est très liée à l'addiction. C'est une maladie de l'égocentrisme aussi, cette maladie. Tu as toujours l'impression que tu es le centre du monde et en même temps que tu es la plus grosse merde du monde. C'est-à-dire, l'addict a une vision binaire, il n'a pas un truc entre les deux, quoi. C'est-à-dire, soit il a un sentiment de supériorité, soit d'infériorité, mais juste, il peut pas se dire, je suis comme toi.
Donc c'était, pour moi, le regard des autres, c'était ultra important puisque moi, je ne savais pas où me situer entre je suis la meilleure et je suis la pire merde. Donc c'était les autres qui me donnaient le baromètre, tu vois. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé encore une fois, c'est vraiment l'évolution naturelle sur mon chemin qui a fait que soudainement, je me suis rendu compte que je me demandais plus ce qu'on avait pensé. Je me disais pas, il doit se dire ça. J'en avais rien à faire, mais rien de plein de moments dans ma vie sur scène. Voilà, les derniers concerts que j'ai faits, je me suis dit, mais quelle joie. Après, c'est aussi les premiers concerts vraiment de ma vie sobre. Parce que la tournée de Kérosène, moi, elle a été avortée à cause du Covid. Donc, j'ai pas fait une tournée sobre. Donc, en fait, j'ai toujours, pendant 15 ans, j'ai toujours chanté ivre et puis plus. Donc, sur scène, j'étais là, je me posais des questions. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi? Ben, vite, je prenais ma bouteille, dedans, j'avais de la vodka tonique. Mais là, en fait, peut-être que c'est la sobriété aussi, mais de me dire, mais en fait, juste, ils sont là. Peut-être il y en a qui se disent, ah, tiens, elle a vieilli. Peut-être que non. Ben, normal, quoi, en fait. Et ils sont pas tous en train de te regarder. Donc, déjà, je m'en fous complètement qu'on pense que je suis folle ou pas folle. La façon que j'ai de faire aussi, c'est que je mets de l'humour partout et je mets aussi beaucoup d'incertitude. Ça veut dire que je dis, c'est là où j'en suis aujourd'hui, je sais pas où je serai demain. Je change d'avis tout le temps. Tout peut arriver. J'ai déjà rechuté 12 000 fois. Pour moi, les rechutes, ça fait partie du chemin, mais dans tous les domaines de ma vie. Ça veut dire que c'est un élan supplémentaire. Je recule, je repars. Et j'ai aucun problème avec l'échec. Au contraire, c'est ce que j'apprends à mon fils tous les jours. Là, ce matin, à la rentrée scolaire, je lui ai dit, fais de ton mieux et ça sera génial. Je m'en fous des notes, je m'en fous de tout, en fait. Donc oui, je suis un peu complotiste parce que je trouve que tout ce qu'on nous impose dans cette société, pour moi, est fait pour nous annihiler, nous, l'être qu'on est. Parce que, en fait, on nous demande d'être des choses par rapport aux autres, alors que c'est nous, voilà, on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes, à respirer, à se poser, à regarder la nature. Non, non, pas du tout. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je sais que j'ai raison, mais pour moi, tu vois, je ne sais pas que j'ai raison, je sais pas ce dont les autres ont besoin, mais je sais que tout ce que je fais aujourd'hui, la façon dont je vis, le mode de vie, qui comprend donc des outils évidemment, mais c'est un mode de vie, tu vois, c'est sûr que le Miracle Morning, c'est un outil, sauf que moi, je me lève à 5h30 tous les jours, c'est comme ça, naturellement. Donc oui, ça m'aide parce que j'ai une vie avant les autres et que je vais faire du yoga, je vais méditer avant que les gens soient levés. Mais je mets pas mon réveil, tu vois. Et donc aujourd'hui, ce qui m'aide à moi de faire mon chemin, c'est de me dire, écoute, vu que tu es en joie et que tu vas bien, continue, quoi. Ouais, c'est vraiment l'alignement et le moment présent. Mm. Vraiment. Sans vraiment de but. Le vrai but, c'est d'être soi, au final. Ouais, et d'être en joie, moi je dirais. Le vrai but, c'est d'être en joie. Parce que tu peux pas être en joie si t'es pas toi. J'y crois pas, moi. Je pense qu'à partir du moment où tu as la joie à l'intérieur de toi, c'est-à-dire cette joie-là qui ne part pas, ça veut dire que tu peux vivre des moments tristes. En fait, tu peux être triste. Mais il y a quelque chose, moi j'ai vécu des trucs assez difficiles, même avec mon cancer du sein et tout, mais j'étais là à me dire, ça fait partie du jeu, ça c'est l'expérience en fait. Je suis en train de me rapprocher de moi, enfin, ça me met en joie en fait. Du coup, la vie devient une expérience qui me donne de la joie. C'est une chance, j'ai plein de gratitude pour ça, parce que ça n'a pas été le cas toute ma vie, j'ai voulu mourir. Donc c'est aussi quand on a connu ça qu'on peut être heureux d'aller juste bien, parce que moi j'allais mal tout le temps. Donc, d'un coup, d'aller juste bien, pour moi, c'est la joie. Tu sais, on peut nous juger d'avoir fait le grand écart et de dire, ah, mais tu nous fais la morale. On fait la morale à personne, on est d'accord. Tu sais, enfin, j'ai Ah l'impression, ouais. moi, je fais la morale à personne. Et c'est juste que je vois les choses différemment et que je les voyais pas avant. Et si les gens ont envie de le voir, c'est cool. S'ils ont pas envie, ils passent à autre chose. Et vraiment, je pense que ça permet aussi, tu vois, de voir ce truc de cliché, de complotisme, de machin, de trucs. C'est juste nous, on voit un truc un peu différemment et on n'est pas Non, mais le meilleur grand que les autres. écart, c'est super. Le grand écart, pour moi, on me l'a souvent reproché. C'est tout ou rien. Et ben, parfois, dans ce spectacle-là, dans Rose Movie, il y a à un moment donné un petit texte qui s'appelle De la coque à l'âme. Et donc, je dis, je suis passée de la coque à l'âme comme si les grands écarts avaient le pouvoir de nous ramener au centre. Et en fait, et bah, après, il y a tout un texte que j'aime beaucoup, mais de la coque à l'âme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis passée de ça à ça. Et là, petit à petit, en fait, je reviens. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que je dise à tout le monde que c'était comme si, que c'était génial, et il fallait que je mange que vegan. Maintenant, je suis flexi tout, hein. C'est-à-dire que j'ai été végétarienne, je suis flexivore, je mangeais pas de gluten. Genre... Enfin, tu vois, tout est devenu un peu genre, ça va cool. Personne t'a demandé de tout arrêter, de tout machin. L'alcool, évidemment que oui, parce que je suis dépendante et je ne peux pas consommer.
Je ne peux pas. Sinon, je repars dans le grand écart inverse qui est en fait le suicide. Hein. Moi, je sais que si je reconsomme, je pense que j'en mourrais, mais pas de la maladie. Je mourrais, je me tuerais parce que j'ai essayé de le faire déjà et que je sais que c'est à ça que ça m'amène. C'est la mort spirituelle. Voilà. Tu viens de parler justement de ce texte magnifique. Tu peux nous en parler justement de ton livre, de ton CD, de cette création Ah qui ouais, est... avec plaisir. Ah bah Raconte-nous avec alors. plaisir parce que je pensais pas du tout faire ça. Donc l'année dernière en avril, j'ai un producteur de spectacle qui me dit ça te dirait pas de faire des concerts avec tes anciennes chansons, tes 5 albums. J'ai dit parce que moi je fais pas d'album là. Donc on a commencé à se dire ok on va faire une tournée. J'ai dit oui mais alors j'ai envie de faire un texte quand même qui relie mes chansons pour raconter quand même une histoire. Et en fait, en créant ce spectacle, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je raconte, c'est trop loin de tout ce que j'ai écrit avant. Parce que, en effet, cette joie profonde, je ne l'ai jamais eue. Donc, c'est très dur d'expliquer ça, ça raconte le passé, pourquoi j'en suis là, mais il n'y a pas la sortie du tunnel, tu vois. Et donc, j'ai commencé à écrire d'autres textes, comme de la coque à l'âme, ou des textes qui racontent justement qu'on est obligé de chuter pour remonter. Et donc, c'est devenu une espèce de spectacle qui est un chemin qui part du chapitre 1, où c'est le départ, jusqu'au retour. Et au milieu, eh ben, tu as le voyage, tu as la chute, tu as le déclic, tu as la pause, tu vois, tu as aussi l'acceptation, parce qu'avant de revenir à soi, il faut accepter qui on est avant de revenir. Et donc, j'ai commencé à écrire le spectacle, donc des nouvelles chansons. Mais au début, c'était que pour le spectacle. Et la liste ne fonctionnait plus du tout parce que c'était une chanson encore, comme je te l'ai dit, de dépendance affective. Donc j'ai écrit la liste des choses que je veux faire avec moi. Et puis d'un coup, allez, faisons un album, j'ai 13 chansons, on va faire un album. Et puis d'un coup, mon éditeur m'a dit, mais en fait, ce que tu racontes dans ton spectacle, faut que tu l'écrives en livre. Voilà. Et c'est devenu un triptyque, livre, album et spectacle, Rose Movie, qui va se jouer donc cette année et l'année prochaine. Le livre sort le 13 octobre et le disque le 10 octobre. Et le 13 octobre, ce sera au Théâtre de l'Atelier à Paris, la première date de la tournée. Voilà, j'ai fait un peu de promo. Je sais pas si c'était le but. Bien sûr, ouais, au contraire, c'est hyper inspirant et Et c'est mon album, voilà, je préfère le dire parce que enfin, je sais pas, ça n'a jamais, sur scène, là, les spectacles, j'en ai fait une douzaine déjà, ça n'a jamais été autant moi. Ça veut dire qu'il y a un cadre, mais c'est en freestyle. C'est-à-dire, je n'ai rien appris par cœur, à part deux, trois textes, mais alors, ça peut être génial comme gênant. Hein. Mais c'est tellement moi et c'est tellement vrai et en plus, c'est mouvant parce qu'il y a des jours où je pense pas la même chose, tu vois. Et je veux pas figer le truc parce que c'est un road movie. Donc un road movie, c'est mouvant en fait. Ça peut pas être tous les soirs le même. Et on me reproche des fois, on me dit c'est dommage, tu devrais peut-être être un peu plus. Et j'y arrive pas. Mais on verra. Peut-être que j'apprendrai. Peut-être que je vais travailler un peu cette non, fois-ci. il faut pas, Karen. Au C'est contraire, honnêtement, c'est justement, le c'est c'est ça c'est qui est le plus beau, beau truc que j'ai fait de ma vie. c'est génial parce que c'est l'humain, c'est le moment présent, c'est ce que tu es toi et tu Ouais. triches pas avec toi, donc tu triches Il y pas a une avec les autres. interaction Mais ouais, c'est aussi ça. avec le public que je peux pas faire si j'apprends par cœur. Non, il faut pas. C'est justement ça qu'on vient, on veut te voir vrai et c'est pour ça Eh ben viens. Eh ben, je vais venir. Avec grand plaisir. Et bah écoute, je te remercie du fond du cœur. Franchement, j'ai passé un moment qui m'a encore fait grandir. Tu sais, je dis, je fais 1m90, mais là, je suis un géant grâce à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le podcast. Merci pour ce livre. Merci pour ce spectacle que je viendrai voir avec grand bonheur. Et je te le redis, même si toi, tu l'assumes pas trop, mais voilà, oui, bravo d'être culottée, d'être une pionnière qui assume et qui dit les choses haut et fort, que ça soit pour n'importe quel sujet. Là, on est sur l'alcool, mais dans la On a globalité. dévié, hein. On a bien dévié sur plein On d'autres. a dévié, mais c'est ça aussi. Tu sais, l'alcool c'était pour dévier, et puis nous on se réajuste. Mais je finirai là-dessus. J'ai trouvé ça magnifique. Tu dises l'alignement, en fait, tu vois, si on est dans les extrêmes, ça fonctionne pas. Si on s'aligne, si on est vraiment au milieu, c'est là qu'on se retrouve, et c'est ça La qui est beau. voie du milieu, le bouddhisme. Bah, merci beaucoup. Franchement, j'ai écouté pas mal d'épisodes aussi de ton émission et notamment il y a une personne que j'ai écoutée qui m'a donné envie de l'inviter, Olivier Amour, tu vois. Ah, j'adore Donc Olivia. voilà, on se suit mutuellement, on s'inspire mutuellement, contradiction, abstème, sans alcool, tout ça. Ça fait partie de l'éveil des consciences sur ce sujet-là. Je suis contente d'en faire partie et merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Merci Vincent. beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix.
On inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. 100.